Les changements qui affectent le paysage au cours du temps historique sont déterminés par des facteurs humains. L'agriculture, l'aménagement des cours d'eau, des voies de circulation, l'activité industrielle. Modestement, nous avons tenté d'utiliser le présent à Montaterre pour retrouver son passé en suivant les traces laissées par l'activité des générations qui nous ont précédés. Nous avons pu compiler de nombreux documents accessibles au public, ceci grâce à la richesse des publications des archives départementales, de l'inventaire du patrimoine de Picardie, de la Bibliothèque nationale et évidemment des archives municipales. Enfin, nous avons utilisé un fonds d'illustration remarquable et bien connu de tous, la collection des cartes postales anciennes de Montaterre. Le château. En 1846, Georges, baron de Condé, lors du voyage d'inauguration de la ligne du Nord qui empruntait la vallée de l'Oise par Beaumont et Saint-Leu, découvre Montaterre. Il écrira plus tard avec lyrisme: sur le sommet d'un coteau, situé à la jonction de deux vallées, entouré d'une abondante masse de verdure qui en masquait la base, se présentait un vieux château féodal que les rayons du soleil naissant éclairaient admirablement. Malgré la lumière qui le baignait, une brume matinale le voilait comme une gaze légère. Derrière le vieux manoir, et tout auprès, se dressait la silhouette grisâtre d'une église gothique avec son haut clocher. Aujourd'hui, pour compléter la description de 1846, nous dirons en plagiant un personnage célèbre que de là-haut, 15 siècles d'histoire nous contemplent. Cette histoire commence au VIe siècle avec le cimetière mérovingien et se poursuit au XIIe et XIIIe aux bases du château et à l'ensemble de l'église. Ils sont parvenus jusqu'à nous malgré les vicissitudes du temps, les guerres et les misères, comme les témoins des générations qui se succédèrent à leurs pieds. Dans l'escalier du clocher, on peut discerner de nombreux graffitis. Certains récents, d'autres plus anciens et plus intéressants pour notre propos, notamment les marques laissées par Philippe Gallet et par Louis-Antoine Duru. Louis-Antoine Duru est né en 1784 à Précy. En 1827 et en 1832, il est recensé comme horloger à Creil, Grande-Rue. Il est probable qu'il grava son nom et sa profession dans l'escalier du clocher quand il installa ou fit l'entretien du mécanisme d'horlogerie des cloches. Il est décédé à Bury en 1858. Philippe Gallet est né en 1727 à Apremont. En 1736, nous le retrouvons enfant de chœur à Montaterre. Plus tard, il sera clerc de l'église, toujours à Montaterre. Le clerc de la paroisse était aussi maître d'école, rémunéré par les droits d'écolage, réglés par les parents, en argent ou en nature. Auxiliaire du curé, il participait à toutes les cérémonies du culte, messes, baptêmes, mariages, sépultures, fêtes et processions, assisté du bedeau et des enfants de chœur placés sous son autorité. Le clerc sonnait les cloches, remontait l'horloge et participait au nettoyage et à la décoration de l'église. Il est décédé le 8 septembre 1801 à Montaterre. Le petit château n'est pas une construction très ancienne. Il fut érigé au XIXe siècle. Il portait le nom de Château Cardis. Stefano Cardis était le nom d'artiste de Dinbar Schulz, neveu de Cécilia, seconde épouse du baron de Condé. Stefano Cardis fut un violoniste virtuose qui eut une carrière internationale. Il naquit à Ceylan en 1874 et décéda à Montaterre en 1951. Nous avons retrouvé une partition musicale écrite par Stefano Cardis.
Watch and Wait. Bien qu'écrite pour le violon, elle est interprétée ici par un piano et une clarinette. Le prieuré. Ce carrefour si animé est une création récente à l'échelle du temps historique de Montaterre. Ici, depuis le 7e siècle, s'élevaient les bâtiments de l'un des plus importants prieurés de l'abbaye de Jumièges en Normandie, le prieuré Saint-Léonard. Si l'intégralité des bâtiments survivants au début du 19e siècle ont été rasés, nous avons conservé la mémoire de cet établissement religieux dans le nom du nouveau parc urbain de Montaterre. Et devant le prieuré, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, passait la route qui, venant de Saint-Leu et Tiverny, conduisait de Paris à Amiens par Clermont. Le prieuré, attesté dès le 7e siècle, resta une dépendance de Jumièges jusqu'à la Révolution. En 1027, Robert II, fils de Hugues Capet, contraint Albert, seigneur de Creil, à restituer au prieuré une terre qu'il avait usurpée. En 1162, le prieuré s'enrichira de la dîme que lui attribue Gauthier, frère de Raoul, comte de Clermont. La chapelle du prieuré sera l'église paroissiale de Montaterre jusqu'à la consécration de la nouvelle église romane près du château durant la seconde moitié du XIIe siècle. Lorsqu'en 1792, le prieuré est vendu comme bien du clergé, ses biens fonciers se réduisent à une habitation, une chapelle et 3 granges, un verger et un potager clos de murs, 7 arpents de terre labourable et 25 de prairies, soit 8 hectares pour l'ensemble. En 1817, le prieuré est qualifié de maison de campagne. Il est occupé par M. Espert. Puis, en 1828, Grave nous apprend que les bâtiments du prieuré ont été rasés. En 1803, Cambry signale que Philippe-Étienne Lafosse vit dans les bâtiments du prieuré. Philippe-Étienne Lafosse est né à Paris en 1738. Vers 1800, il vivait à Montaterre. Il est décédé en 1820. En 1766, Philippe-Étienne publie le guide du maréchal, c'est-à-dire du maréchal Ferrand, qui connut un important succès. En 1772, il fit paraître son cours d'hippiatrique, ou traité complet de la médecine des chevaux, qui assura sa renommée à travers toute l'Europe. Une rue de Montaterre rappelle son souvenir. La route de Paris à Amiens par Clermont, venant de Luzarches, traversait l'Oise à Saint-Leu, montait sur le plateau, gagnait Tiverny et traversait le Marais pour atteindre Montaterre devant le prieuré. De là, elle prenait la direction de Rousselois et Clermont via Barisseuse. Lorsque vers 1650, le pont de Saint-Leu est emporté, la route se déplace et traverse l'Oise à Creil, ce qui correspond actuellement au tracé de l'ex-national 16. Nous avons retrouvé la mention d'un chemin de Paris sur un plan de remembrement de Tiverny de 1936. Chemin disparu depuis cette date. Cela explique également la présence du passage dans le Marais figuré sur un plan du XVIe siècle pour traverser les bras du terrain
ainsi que plus tardivement les deux ponts mentionnés sur le plan d'intendance de 1782. Ces deux ponts, qui apparaissent sur des cartes postales de 1900, ont été remplacés actuellement par des ponts modernes situés aux mêmes emplacements.